donc que nous avons obligé à dégénérer, si je peux dire, la psyché humaine n'est pas fonctionnelle. La psyché humaine cherche le plaisir, et ce plaisir est pour elle en même temps le sens. Si cette psyché humaine était laissée à elle-même, l'espèce humaine aurait disparu. Précisément parce que cette psyché n'est pas fonctionnelle. Or, il se trouve que l'espèce humaine a créé la société. La société impose à la psyché une socialisation. Et lui impose de reconnaître qu'il y a une réalité qui ne se plie pas à son désir. Il impose de reconnaître que le plaisir ne veut pas être toujours là ou ne veut pas être immédiat. Et il lui impose à reconnaître que autrui existe tout autant que soi-même. Et il faut insister sur cela, n'est-ce pas? Il y a toujours, même quand nous sommes adultes, même quand nous sommes matures, même quand nous sommes psychanalystes et philosophes, un coin profond chez nous-mêmes qui subsiste, pour lequel nous sommes seuls et à la fois le centre du monde. Oui, donc qui résiste à la socialisation. Qui résiste à la socialisation, et en un sens, bon, c'est peut-être bien comme ça, enfin, bien ou mal, c'est comme ça. Bon. La socialisation impose la reconnaissance d'autrui, la reconnaissance d'une réalité qui est toujours une réalité sociale. Il ne s'agit pas simplement de la réalité naturelle, et par là, elle crée ce qu'on peut appeler l'individu, c'est-à-dire non plus simplement une psyché qui est vouée à son flux représentatif, affectif et désirant, mais quelqu'un qui incarne les institutions de la société. Chacun de nous est un fragment ambulant de la société qui nous a élevés. La société, en un sens, est toujours déjà là. Elle socialise les nouveau-nés qui la font continuer et qui éventuellement l'altèrent, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Et cette altération, c'est de l'histoire. Alors, cette dimension, c'est ce qu'on peut appeler, bon, on peut l'appeler la philosophie du social historique et du psychique. On peut l'appeler aussi la dimension anthropologique, et elle est tout à fait fondamentale à plusieurs égards. D'abord parce qu'elle nous montre un type d'être qui est inconnu ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est qu'une institution? Qu'est-ce que c'est qu'une signification sociale? Alors, peut-être qu'il faudrait expliquer que par institution, je n'entends pas la Croix-Rouge ou la sécurité sociale, j'entends le langage, le droit, la religion, l'existence d'un État ou pas d'un État, mais d'une collectivité politique, etc. Tout ce qui est établi. Les valeurs, tout ce qui est établi et tout ce qui est sanctionné socialement, que ce soit de façon explicite ou de façon implicite. Par exemple, les mœurs dans les sociétés traditionnelles sont socialement sanctionnées, même s'il n'y a pas des lois. Elles sont sanctionnées parce que si vous vous comportez de façon contraire aux mœurs, bah vous serez mis au banc du groupe, n'est-ce pas? De même que le langage est sanctionné de façon informelle. Si je commence à faire, je ne sais pas, une série de cuirs ou de barbarisme, de solécisme, les gens vont rire, puis finalement, bon, je vais être mis un peu à la marge du groupe auquel j'appartiens. Il y a donc ce mode d'être de l'institution et ce mode d'être aussi particulier de la signification sociale. Qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'est-ce qui tient ensemble une société monothéiste, qu'il s'agisse de la société hébraïque classique ou du christianisme classique ou de l'islam? Ben, il y a une signification centrale qui est claire, qui est la signification Dieu, un seul vrai Dieu. Pourquoi ce qui se passe fait sens? Parce que c'est la création de Dieu. Pourquoi il y a des normes dans la société? Parce que Dieu a dit, tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Oui. Donc on ne peut pas déduire l'imagination de quelque chose qui ne soit pas elle. Non. Finalement, c'est cela le principe. Et c'est pour ça que je dis que nous avons là un mode d'être différent. Nous sommes au-delà du mathématique, au-delà du physique, au-delà même du simple vivant. Nous avons une imagination singulière dans la psyché de chacun de nous, d'un côté, un imaginaire instituant dans le collectif social de l'autre, qui sont irréductibles et qui sont créateurs. D'une façon ou d'une autre, ils sont toujours créateurs.
Monsieur Castoriadis, vous êtes philosophe, et de plus vous êtes d'origine grecque. Aristote est peut-être le premier des grands philosophes à avoir posé clairement la question « qu'est-ce que l'être ?» Voilà une question qui, pour vous, n'est pas vraiment séparable de la notion de création. Et pourquoi? Oui, je crois qu'on peut partir de ce qu'on disait déjà. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'être du social historique et qu'est-ce que c'est que l'être du psychique? D'abord, ça se déploie sur un niveau d'être qui est inconnu ailleurs, inconnu en physique, en biologie, etc. Ce niveau, c'est le niveau de l'imagination et de l'imaginaire, c'est-à-dire des significations ou du sens pour la psyché, des idéalités, c'est-à-dire des objets qui sont extrêmement efficaces dans la société et ils ne sont pas perceptibles. Les gens se tuent pour leur patrie, par exemple, ou se tuent pour leur religion. Bon, ça, c'est pas biologique. Pourquoi ils se tuent? On dirait qu'ils ont été dressés comme ça. D'accord, ils ont été dressés, mais ils ont été dressés en fonction de quoi? En fonction d'une signification, qui est la signification patrie ou religion, et en fonction d'un système de valeurs et de normes qui dit que toutes les autres valeurs sont subordonnées à celles-là et rien n'a de sens si, par exemple, je ne sais pas quoi, les musulmans ou les chrétiens envahissent, ou les juifs envahissent notre pays, nous obligent à changer de religion, etc. Bon. Alors, nous avons donc là un niveau qui est propre et qui est même substantiel, si je peux utiliser ce terme, puisque nous voyons qu'il est l'origine de processus. Il est cause. Il devient cause de choses qui ne seraient pas sans lui, n'est-ce pas? Cause originaire. Cause originaire, cause irréductible. Bon. Alors, mais ça montre d'abord qu'en lui-même, dans ce niveau, nous avons constamment, ça ne veut pas dire à toute seconde, mais d'une certaine façon, nous avons de façon récurrente la création. Nous avons une nouvelle société qui apparaît, nous avons la Révolution française, nous avons l'évolution actuelle de la société, nous avons à un moment donné en Grèce l'émergence de la cité par rapport à la société homérique, quelque chose de très différent, puis la création d'une cité démocratique, de la philosophie, de l'enquête rationnelle, etc. Tout cela, c'est des créations qui ne sont pas réductibles à autre chose. Mais ce niveau lui-même, nous ne pouvons le penser autrement que comme une création de l'être. C'est quelque chose qui émerge à un moment donné. On ne peut pas dire qu'en mettant ensemble toutes ces molécules, il y aura de l'humain, n'est-ce pas? C'est une condition nécessaire de mettre ensemble toutes ces molécules organiques, mais elle n'est pas suffisante. Nous sommes obligés de penser l'être autrement que de le pensait la philosophie héritée. Nous ne pouvons pas le penser simplement comme un système de détermination. Nous ne pouvons pas le penser comme un ensemble d'objets dont les relations et les propriétés sont chaque fois absolument fixées. Délimité, défini. Défini, délimité. Il y a au centre de la philosophie héritée, de la pensée héritée, cette idée qui est là, qui est explicitée d'ailleurs par les grands philosophes, aussi bien par Aristote que par Kant, par exemple. Dire de quelque chose qu'elle est, c'est dire qu'elle est absolument déterminée. Kant ajoute, par rapport non seulement à tous les prédicats donnés, mais à tous les prédicats possibles. Voilà. Alors, eh bien, nous constatons que, d'abord, l'être n'est pas déterminé en ce sens qu'il fait surgir de nouvelles déterminations, des déterminations qui ne peuvent pas découler de ceux qui étaient là auparavant. Et deuxièmement, que dans ce qui est ainsi créé, nous constatons, par exemple, dans le champ social, historique et psychique, que ces nouvelles formes qui sont créées, la forme société, par exemple, ou la forme psyché humaine, même socialisée, intrinsèquement sont telles que tout n'y est pas déterminé. Je veux dire par là, par exemple, je ne vais pas entrer dans la discussion du libre arbitre, mais je pense que la psychanalyse montre, et Freud le rencontrait aussi bien, que nous pouvons établir des enchaînements, des liaisons d'un élément avec un autre dans la vie psychique. Nous ne pouvons pas expliquer littéralement pourquoi un tel a développé telle névrose ou telle psychose. Nous ne pouvons pas expliquer dans une cure psychanalytique
pourquoi tel rêve vient à tel moment de la cure et pas à un autre. Nous ne pouvons pas interpréter intégralement un rêve. Il y a ce que Freud appelait l'ombilique du rêve, par où, disait-il dans une très belle phrase, les pensées du rêve se perdent dans la jungle. Donc, que nous avons obligé à dégénérer, si je peux dire, la psyché humaine n'est pas fonctionnelle. La psyché humaine cherche le plaisir, et ce plaisir est pour elle en même temps le sens. Si cette psyché humaine était les philosophes, un coin profond chez nous-mêmes qui subsiste, pour lequel nous sommes seuls et à la fois le centre du monde. Oui, donc qui résiste à la socialisation. Qui résiste à la socialisation, et en un sens, bon, c'est à elle-même, l'espèce humaine aurait disparu. Précisément parce que cette psyché n'est pas fonctionnelle. Or, il se trouve que l'espèce humaine a créé la société. La société impose à la psyché, et lui impose à reconnaître que autrui existe tout autant que soi-même. Et il faut insister sur cela, n'est-ce pas? Il y a toujours, même quand nous sommes adultes, même quand nous sommes matures, même quand nous sommes psychanalystes, il y a une socialisation. Et lui impose de reconnaître qu'il y a une réalité qui ne se plie pas à son désir. Il impose de reconnaître que le plaisir ne veut pas être toujours là ou ne peut pas être immédiat.